Les premiers mots que tu m'as sortis, c'est oser faire différemment. Puis c'est là que j'ai planté mes 800 premières citrouilles à mes 10 ans. Mais j'étais fier puis j'étais content de le faire. Métro, le contrat, c'est en 2016 que j'ai signé. C'était avec ton 11 ans à ce moment-là. Oui, c'est ça. Tu signes un contrat d'exclusivité, 5 ans. Oui. C'est-à-dire que là, tu as 22 ans, tu gères une business de plusieurs millions de dollars. Puis rapidement, c'est de l'hypercroissance, c'est solide. De l'hypercroissance, ça va vite. C'est de l'hypercroissance, on aime ça. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Émile Gariepi, bienvenue. Merci Cléo de l'invitation. Émile, tu es fondateur des fermes Émile Gariepi. J'aime souvent recevoir sur le podcast des gens qui ont des parcours atypiques. Toi, tu as un parcours atypique dès ton jeune âge, mais qui aujourd'hui, tu vis l'hypercroissance dans ton organisation. Et je suis tellement heureuse que tu aies pris le temps de venir nous partager tout ça parce qu'on a besoin de jeunes comme toi pour inspirer d'autres jeunes. Donc, merci de venir partager ton histoire. Merci. Et pour commencer, j'aime toujours comprendre l'individu. C'est un peu ça, la façon dont on fonctionne dans le podcast. Il y a le mot « histoire » qui est très importante. Alors, si je te demande, c'est quoi l'histoire d'Émile? D'où ça part? L'histoire d'Émile, c'est pas bien compliqué. C'est un jeune qui avait un rêve. Puis, comme tous les jeunes, tout le monde a des rêves. La différence, c'est que j'ai osé faire de mon rêve une réalité. Donc, j'ai osé, à 10 ans, planter mes premières citrouilles. Donc, mon entreprise maraîchère a commencé quand j'avais 10 ans. Donc, c'est parti d'un rêve de cultiver, d'entreprendre, de faire les choses différemment. Et puis, ce rêve-là, un peu comme mes premières citrouilles, a germé, a poussé. Et aujourd'hui, on récolte le fruit de tout ça. Le fruit de tout ça. Mais raconte, là, tu sais, à 10 ans, là, comment, tu sais, si tu t'atterres, si tu pas t'atterres, tu sais, comment ça fonctionne? Tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Donc, oui, ma famille, donc mon père, il est entrepreneur, il a une compagnie d'automatisation. Donc, j'ai tout le temps baigné dans l'entrepreneuriat, j'ai tout le temps entendu parler d'affaires, entendu parler de tout ça. Mais moi, je suis un peu rebelle, fait que je voulais faire les affaires par moi-même. Et puis, à 10 ans, pendant que mon père, il bâtissait sa maison, j'allais l'aider, puis je plantais un clou, puis mon père, il fallait que le clou soit bien planté, puis des fois, moi, je le plantais pas à son goût, fait qu'il l'enlevait, puis il le reclouait plus droit. Fait qu'à un moment donné, je disais à mon père, si c'est pour être de même, moi, je vais faire d'autres choses. J'ai pris mon petit vélo, j'ai été voir un producteur de légumes voisin, que j'allais aider à l'occasion. Quand j'avais le temps, j'aimais tout le temps se faire des tours de tracteur. J'ai demandé s'il n'y avait pas un petit terrain à me louer pour que je fasse un petit projet et que je plante des citrouilles pour vendre à l'automne. Parce que les citrouilles, c'était le produit parfait pour moi. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de machinerie pour les faire pousser. Puis c'était vendu à l'automne. Donc après ça, j'avais mon hiver. Comment tu as appris ça à 10 ans? Comment j'ai appris? Ça, que les citrouilles, c'est pas facile, puis tout ça, là, je voyais les autres producteurs, puis j'avais fait mes recherches. Je m'intéressais beaucoup au domaine de l'agriculture, fait que mon petit cousin Dave m'avait appris un peu tout ça, puis je le suivais. Fait que là, tu vas voir ton producteur, puis là, est-ce qu'il te loue, ce petit lapin de terre-là? Il me l'a loué, il se doutait bien que ça s'en venait, là, parce que je lançais bien des perches, j'étais pas super subtil, puis je laissais savoir un peu tout ça. J'avais monté mon petit plan d'affaires.
Fait que là, ben, il a accepté. Il m'a loué un quart d'arpent, dans le fond. Là, c'était un petit terrain. Là. C'était un très grand jardin, si on veut. Oui. Et puis c'est là ben, que j'ai planté mes 800 premières citrouilles, dans le fond, à mes 10 ans. Et puis, ben ça, au courant de l'été, je m'en suis occupé. Pendant que mes chums, ils allaient faire du vélo, ils allaient faire le party, ben moi, Oui. j'étais dans mon champ à piocher, comme on dit, Oui. enlever mes herbes, entretenir mes plants, dans le but de récolter quelque chose de beau à l'automne. Puis l'automne est arrivé, donc j'ai pas eu le choix de redemander à mon père de venir m'aider parce que moi, je pensais que les citrouilles, plus qu'elles étaient grosses, plus qu'elles se vendaient cher. Fait que quand j'ai regardé mon catalogue de semences, ben, j'ai pris la sorte de citrouille la plus grosse. Oui. Mais ça m'a donné des citrouilles de 50-60 livres. Fait qu'à 10 ans, j'étais payable d'élever. Fait que là, j'étais obligé de sortir mon père de sa maison. Puis il disait, hey, viens m'aider, là, j'ai besoin d'aide. Fait qu'on a récolté ça. J'ai vendu ces citrouilles-là au bord de la route chez nous. Là, je m'étais fait un petit kiosque. OK. Puis aussi à une épicerie à Saint-Roch, la ville où je viens. Donc, Mario Lebrun qui m'a encouragé en m'achetant mes premières citrouilles. Donc, c'était super le fun, super enrichissant comme expérience. Puis après ça, ben, c'est là que toute l'histoire a déboulé par le fruit du pur hasard. Mon père va voir une game de l'Armada à Blainville. Il rencontre l'ex-femme d'un de ses employés des estrades, c'est par pur hasard. Ils se mettent à jaser. Bon, ben, Xavier, mon frère plus vieux, il est rendu au secondaire. Il étudie fort, puis il a des bonnes notes. Émile, ben, il s'est parti un petit projet de citrouille, fait qu'il trouve ça bien le fun. Il raconte ça comme un père enthousiaste. Puis par le fruit du pur hasard, ben, la dame qui était assise dans la rangée en arrière, c'était une rédactrice du Journal de Québec. Puis elle a entendu ça, elle a dit « Monsieur, c'est bien cool ce que votre fils fait. Il y a une journaliste qui va l'appeler, puis on veut faire un article là-dessus. » Mon père donne sa carte d'affaires, il reprend sa carte d'affaires à Dame, il pense que ça va tomber dans les oubliettes, puis ça va rien donner. Le lundi d'après, j'ai reçu un téléphone. Fanny Saint-Arnaud, si je me souviens bien, rédactrice du journal, m'appelle. Donc, petite interview. Moi, je compte ça comme un jeune qui a un projet. Oui, ton projet d'été, là. C'était cool. Puis, je racontais ça. C'est comme quelqu'un qui était fier de ce qu'il avait fait. Puis ben là, j'ai fait page 2 du Journal de Montréal. Fait que là, après ça a déboulé. Fait que là, c'est là que ça a fait tempête médiatique. S'en est suivi l'émission Dans les Dragons au courant de l'hiver qui a suivi entre ma première et deuxième année de culture. Oui. L'émission Dans les Dragons, donc il y a une recherchiste. Ça, c'était en 2015. Oui, hein? en 2015. 2015. En plein ça. Fait qu'il y a une recherchiste qui voulait faire une émission pour encourager les jeunes à entreprendre. Fait qu'ils ont trouvé mon histoire sur Internet et ils ont appelé. Mon père a dit « Ben, Émile, il ira pas au Dragon, il n'y a rien à vendre. Sa compagnie, il a fait 800 citrouilles, il a fait 3000$ dans son été. Il n'y a rien à vendre là. » Puis là, non, monsieur, on veut faire une émission cool avec les jeunes, puis tu sais, pour encourager la relève. Fait que ben, j'ai été au mois de mars présenter mon projet aux recherchistes. Moi, ben, j'allais faire un exposé, fait que j'étais super content. Ça a tout le temps été facile pour moi, puis j'ai toujours aimé faire des exposés oraux. Ça remontait mes notes en français parce que j'étais pourri en français. Fait que là, ben, j'ai été présenter mon petit projet. J'étais arrivé avec mon catalogue de semences et des posters que ma mère elle m'avait aidé à faire avec des images de mon entreprise, de ma ferme. Quelque chose de super cute. Fait que ben, on a fait ça. Puis les recherchistes, à la fin, ben, ils ont dit « Monsieur, c'est sûr qu'on fait une émission avec votre fils. » Puis là, mon père est super content. Je repars chez nous. Puis là, mon père me prépare un peu, il me coach un peu. Tu sais, mais quand tu fais une présentation, il faut que tu commences comme ça. Puis tatata. Ça en est suivi dans le tournage de l'émission, le tournage officiel. Pendant le tournage, ben, les 2 premières minutes, c'était du par cœur parce qu'il fallait que je présente mon affaire. Puis c'est là-dedans que j'ai le plus bégayé, puis ça a pas bien été. Puis après ça, ben, quand je me suis mis à parler vraiment de mon projet, puis de ce qui me tenait à cœur, puis de mon rêve, dans le fond, je leur criais haut et fort c'était quoi mon rêve, puis ma vision, puis où que je m'en allais avec tout ça. Ça a super bien été parce que pour moi, ben, c'était ça depuis le début. C'était une vision qui était claire. Je voulais avoir une ferme plus tard, puis je voulais m'acheter mon premier tracteur. Tout ça, c'était super clair. OK. Fait que par la suite, ben, les dragons ils ont été enchantés. Serge Beauchemin et les autres dragons ont embarqué. Et ils m'ont fait un prêt de 10 000 pour décoller mon entreprise. Et Serge Beauchemin, en plus de ça, s'est offert de payer mes études. Et clin d'œil à Serge, ça n'a pas coûté cher. Fait que par la suite, c'est ça. Tout a déboulé l'année d'après. Donc, j'ai fait x2 de ma production. J'étais invité dans beaucoup de banquets, dans des soupers.
sur plusieurs plateaux pour raconter mon histoire. Et puis, au printemps, dans le fond, 2015, j'ai été invité par l'APMQ, dont je fais partie encore aujourd'hui, cette C'est quoi association-là. l'APMQ? L'Association des producteurs maraîchers du Québec. Oui. Et puis, dans la salle, il y avait Tecla Massiarelli, une acheteuse de chez Métro, qui a entendu mon histoire, mon petit sketch que je faisais avec Isabelle Huot. Oui. Et puis, elle est venue me voir par la suite. Elle m'a donné sa carte d'affaires. Elle a dit, Émile, elle dit, c'est super ce que tu fais. Puis elle a dit, Métro s'engage à acheter ta production de titrée. Fait que là, moi, je regarde en moi et je dis, cool. Fait que là, après ça, peut-être 5 minutes plus tard, un autre qui arrive, puis un autre, hey, Émile, on va acheter ta production de titrée. On va acheter. Fait que là, j'avais vendu 3 fois ma production de titrée. Je me reviens là-bas, je regarde mon père, je dis, hey, père, j'ai dit, faut que je fasse 3 fois plus grand l'année prochaine. Mon père, il me dit, on s'en parlera demain. Fait que là, quand je suis revenu chez nous, c'était avec Métro, en fin de compte, on a pris entente. J'ai signé un contrat d'exclusivité avec eux pour 5 ans. Oui. Fait que un super beau contrat qui m'a fait grandir, apprendre beaucoup Oui. dans le monde des chaînes québécoises. Donc, Puis un peu, est-ce que c'est facile? Est-ce que normalement, les producteurs vendent directement aux épiceries ou des fois, il peut y avoir. non, il y a souvent un C'est ça, intermédiaire. c'est un Il y a souvent un intermédiaire, c'est intermédiaire ça? entre les deux. Puis moi, ça a été une chance inouïe de Oui, de pouvoir vendre rentrer directement. Oui. Donc, tu sais, en t'enlevant un intermédiaire, tu vas chercher un plus grand bénéfice puis un plus grand marché aussi, là. Donc, Métro m'ont donné une super, super chance de grandir, là. Puis Métro, ça, c'est en quelle année, ça? C'est Métro, le contrat, c'est en 2016 que j'ai signé. Fait que C'est avec ton 11 ans à ce moment-là. Ouais, c'est Tu ça. signes un contrat C'est ça. d'exclusivité, Non, 5 j'avais. ans. Ouais, 2016. Non, j'avais 12 ans quand j'ai 12 signé ans, avec 12 ans. Métro. OK, Ouais. ouais. Ah, c'est une grosse C'était ma différence. deuxième année. Ouais, c'est ça. Une grosse différence. C'est ça. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Fait que là, il faut que tu produises 3 fois plus l'année suivante. Est-ce que tu es capable de le faire? J'ai pas eu le choix. Je l'ai fait. Fait que, Oui. mais je l'ai fait juste pour Métro. Donc, OK. Métro, la première année, il était bien content avec. Je me souviens encore, c'est 32 bines de citrouilles que je leur ai livrées. OK. Et puis l'année d'après, on a fait 60 quelques bines. On a grossi, tu sais, on a fait, j'ai à peu près une croissance de 200 à 300 là, tout dépendant des années, puis tout ça, là, mais Oui. c'est une croissance qui est assez exponentielle, là, parce que faire x2, 1, ça fait 2, mais quand tu fais x2, 2, ça fait 4, puis rapidement, c'est C'est de ouais, l'hypercroissance c'est solide. l'hypercroissance, là. Ça va vite. C'est de l'hypercroissance, on aime ça. Mais alors là, il y a quand même une évolution. Il faut que tu te structures. Au début, tu étais seule, tu demandais l'aide de la famille. Ouais. Mais là, tu as développé une belle relation avec les Guatémaltais. Ouais, fait que, Parle-moi de ça. rapidement, là, ça fait maintenant 5 ans que je travaille avec des travailleurs étrangers guatémaltèques. Donc, ces travailleurs-là, c'est du monde de cœur, c'est du monde dévoué, c'est du monde plaisant à travailler. Fait que pour nous, c'est une chance de les avoir sur la ferme. J'ai appris à parler espagnol par le biais de mes travailleurs, puis quelques cours de perfectionnement. Oui. Fait que ça m'a vraiment ouvert à une autre culture, puis on fait vraiment la différence pour eux, puis ils sont fiers de pouvoir dire que si leur famille, ils sont aussi aisés au Guatemala, c'est à cause du sacrifice qu'ils font de venir travailler ici, puis nous, de notre bord, on s'arrange pour leur rendre ça le plus plaisant possible. On Oui. fait beaucoup d'activités avec eux, puis on les inclut, là. C'est vraiment, il y a une grosse valeur familiale qui est présente dans l'entreprise avec nos T'en travailleurs. as combien qui viennent à peu près? Cette année, on était 50 Guatémaltèques qui étaient sur l'entreprise. Puis l'année prochaine, on tombe à 110. Fait que ça va être On vraiment. double l'année prochaine, Ouais, on on double double l'année encore. prochaine. Et toi, tu as même pris le temps d'aller les visiter dans leur Ouais. village, d'où ils viennent, etc. Oui, oui. Fait que ça a été une super expérience. Et, tu sais, des fois, quand on les regardait, on comprenait pas vraiment pourquoi ils agissaient comme ça, pourquoi ils Ouais. prenaient ce genre de décision-là. Puis derrière chaque décision, souvent, il y a une valeur qui est en arrière de ça. Puis ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'ils n'ont pas la même réalité que nous, ils n'ont pas la même éducation. C'est une toute autre culture. Puis ça m'a permis de mieux comprendre aujourd'hui comment ils agissent, comment ils réfléchissent. Et j'ai vraiment trouvé ça positif. Bien, c'est ça. Puis tu as appris que la religion est importante. Oui, c'est tu ça. sais, tout ça. Puis là, tu as même adapté le fait d'être allé les voir. Tu as adapté des choses ici au Mhm. Québec pour qu'ils soient encore mieux. C'est Tu ça. sais, l'intégration soit encore plus meilleure. L'intégration, puis tu sais, l'apprentissage aussi. Là, tu sais, Ouais. on essaie de leur donner beaucoup de formation à ferme, tu sais, justement pour essayer de leur faire passer un autre niveau, Oui, un niveau qu'ils n'auraient pas accès s'ils restaient là-bas au Guatemala. exact. Puis là, dans le fond, on travaille ensemble. Puis une de tes raisons d'être, puis les premiers mots que tu m'as sortis, c'est
qui te parle, c'est oser faire différemment. Oui, en plein ça. Fait que là, tu as osé faire différemment dès ton jeune âge, mais ça veut dire quoi concrètement dans l'agriculture? Oser faire différemment, mais c'est vraiment large selon moi. Ça part de ta production, ça part de ta façon de travailler jusqu'à tes ventes. Fait que si je peux un peu résumer ça, tu sais, nous, on pratique l'agriculture raisonnée. Donc, Ça veut dire quoi, ça? on utilise des pratiques culturelles qui sont un peu, si on peut dire, biologiques. On se sert de tout ce qui est de leur pratique mécanique, cerclage et tout. Et puis, on ramène ça, dans le fond, on optimise nos productions, si on veut, en utilisant encore des pratiques conventionnelles. Mais c'est un beau match des deux. C'est inspiré beaucoup de l'Europe, dans le fond. Là. C'est des pratiques qui te permettent d'avoir des rendements de fou, mais en utilisant moins de produits, moins d'engrais chimiques, tout ça. Là. On travaille avec la terre, dans le fond. C'est un peu Travailler tout avec ça. la terre, c'est la base. Comprendre la terre. Ouais. Puis je le sais que tu t'étais. Tu sais, il me semble, quand je suis allée te visiter, là, tu sais, il y a comme des GPS sur tes tracteurs. Tu sais, tout est calculé, là. C'est Oui, fou, c'est là. ça. On sert beaucoup du data. Là. Fait que, Oui. plus qu'on se magasine de data, plus que ça nous aide à calculer nos coûts de production, nos coûts d'entretien et tout ça. Fait qu'on essaie vraiment d'être sur la coche, si on veut, Sur la coche. d'avoir vraiment toutes les données possibles. Puis après ça, ben, de réussir à les traiter, ça, c'est mon plaisir. Là. Oui, hein? Puis ça, tu l'as développé parce que, tu sais, tu as dit, tu sais, tantôt, il a fait que tu as fait comme un petit clin d'œil à Serge au niveau des études. Fait que, tu sais, tu es retombé vite dans la business, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, après ma première année de cégep, j'ai eu la chance d'être l'année du COVID, dans le fond, au cégep. Oui. Fait que c'était à la maison. Fait que ça allait super bien. Je réussissais, tu sais, en deux chargements de camions de citrouilles. J'allais me payer sur mon ordi, puis je faisais mon cours. Puis après ça, ben, Ouais. je peux continuer à retourner à mes obligations. Et l'année d'après COVID, je me suis rendu compte qu'il y avait 24 heures dans une journée. J'avais encore fait x2 ma production, mais j'avais pas x2 mon monde. J'avais pas x2, tu sais, c'était encore moi qui gérais Oui. à 100% toutes les opérations. Fait que là, ben, il manquait de temps dans une journée. Fait que après consultation avec mon père qui était à l'université, tu sais, j'ai une famille qui a toutes fait des autres études. Fait que j'étais un peu le mouton noir à dire à mon père, je fais quoi avec ça? Puis à un moment donné, mon père il m'a dit, je devrais pas dire ça parce que je suis ton père, mais il dit regarde le chiffre d'affaires que tu fais, Emile. Il dit, regarde ta business, où que ça s'en va. Il dit, moi, je pense que tu peux, Ben oui, tu peux faire le bon choix. Tu fonces. Oui. Fait que là, ben, mon père il avait fait un peu ses devoirs. Il avait parlé à Serge avant de ça parce que Serge, pour lui, c'était important que je fasse mes études. Oui. Puis je me souviens, c'était un talk que j'ai eu avec Serge. Serge, il m'a dit, tu sais, Emile, il dit, tu sais quoi? Il dit, on a fait le même parcours scolaire. Il dit, moi aussi, à un moment donné, il dit ma business, ça prenait de l'ampleur, puis il a fallu que je fasse ce choix-là. Fait qu'il dit, si tu fais ce choix-là, il dit, je vais t'appuyer. Mais il dit, la seule chose que je te demande, c'est de jamais arrêter d'apprendre. Mm. Fait que depuis ce temps-là, ben, je lis des livres sur l'entrepreneuriat, je lis des livres sur plusieurs. Tu as une curiosité C'est en plein ça. en continu. Une soif toujours. d'apprendre. Oui, une soif d'apprendre. Exact. Fait que, tu sais, puis c'est correct aussi. Tu sais, il n'y a pas, c'est ça, il n'y a pas un parcours, c'est pas toujours une ligne droite, là. Non, c'est en plein ça. Puis je pense justement qu'être entrepreneur, ben, on est le genre de personnes qui ne rentrent pas dans le moule. cadre. Ouais, Oui, c'est ça. c'est ça. Tu ne rentres pas dans le moule. Je trouve ça Exact. vraiment. Ouais. C'est une preuve encore plus. Tu sais, qu'être entrepreneur, on est du monde. On est du monde spécial, puis on est du monde qui ose faire différemment. Là. Qui ose faire différemment, d'où ta raison d'être. Et là, dans quoi tu te qualifies comme le meilleur au monde, c'est d'être capable de réinventer un peu cette industrie-là, tu sais, traditionnelle Ouais. de fruits et légumes. Fait que là, aujourd'hui, il n'y a pas juste de la citrouille qu'on fait chez les fermes Guerrier-Py. C'est quoi, ça a été quoi l'évolution en termes de production? Donc l'évolution, c'est par la suite, dans le fond, de la fin de mes études collégiales. Et c'est là que je me suis rendu compte que de la citrouille, ben, après le 31 octobre, ça se vendait plus, puis ma business a coupé net. Fait que là, ben, j'ai regardé les avenues possibles, tu sais, qu'est-ce qui se mangeait beaucoup, qu'est-ce que j'avais de la disponibilité, parce que les légumes, tu peux pas décider de faire pousser des radis dans la terre, une terre spéciale. Tu sais, chaque légume a besoin d'une terre un type de sol propre à eux. Donc, c'est là que j'ai regardé qu'est-ce que j'avais disponible, qu'est-ce qui poussait bien dans ma région où j'avais des terres disponibles. Puis, j'ai levé le flag sur les carottes. Dans le fond, ça a été les carottes qui m'ont un peu attiré. Les carottes, pourquoi? Ben, tout le monde aime les carottes. Tout le monde a un sac de carottes dans leur frigo. Fait que pour moi, c'était clair que c'était les carottes qu'il fallait qu'on cultive.
Fait que les carottes, ben, j'ai commencé à le développer. Puis éventuellement, ben, dans le fond, on a commencé avec le chou, la betterave, le panais, le navet pour pouvoir offrir une variété de produits à nos clients. Donc, ça a été vraiment Puis ça le là, ce que je cheminement. comprends, c'est que les choux, tu es capable de les cultiver, de les entreposer puis d'en fournir les épiceries à l'année. Ça se Ouais. conserve quand Ouais, même. les choux, donc on a des technologies qui sont rendues assez bonnes pour pouvoir conserver le chou 12 mois par année. Donc, c'est notre but, nous autres, à la ferme, de pouvoir offrir à nos clients un approvisionnement dans nos légumes 12 mois par année. Fait qu'on est avec des partenaires pour faire de la courge 12 mois par année. C'est tout ça qu'on est en développement, là. Fait que ça, c'est génial. Fait que là, juste pour vous donner les chiffres, OK, je sais pas si c'est encore les bons chiffres, mais on parle de plus de, c'est-tu encore bon, ça, 400 000 citrouilles? Ouais, OK, 800 000 courges, ouais, OK, 1650 kilomètres de rang de carottes. ouais, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça, qui nous donne 1250 livres de semences Ouais, et 39 millions de livres de légumes. ouais, c'est à peu près ça. Près C'est de à peu 40 près ça. millions de livres de légumes qu'on produit chaque année. OK, puis t'as quel âge? Là, j'ai 22 ans. 22 ans. Tu me fais capoter. Tu me fais capoter, j'adore ça. Fait que là, écoute, t'es arrivé à tout ça, c'est, tu sais, oser faire différemment. Que- Comment t'évalues ton parcours à toi? Comment j'évalue mon parcours? Oui, Ben, mon parcours, je l'évalue comme un succès parce que, tu sais, pour moi, j'ai réalisé mes rêves du départ. Il y oui. en a des nouveaux qui se sont glissés, des rêves plus ambitieux. Fait que c'est vraiment un parcours qui a été couronné de succès en partie à cause de mon entourage. Donc, j'ai une famille exceptionnelle qui m'ont appuyé dans toutes mes décisions. Mon frère qui est rendu actionnaire avec moi dans l'entreprise, dans les fermes. Et je trouve ça super de savoir que le monde qui était là à mes départs, quand j'ai commencé, sont encore autour de moi. Ça, je pense que c'est vraiment le plus grand succès que j'ai eu. D'être entouré de la famille, d'être entouré de la famille. Oui, de la famille et des autres personnes qui étaient là Oui. à mes départs. Tu sais, tout le monde qui ont participé. Et je pense à un de mes amis, Nathan, il m'aidait quand on a commencé Istreux, il venait travailler avec moi la fin de semaine. Mais aujourd'hui, il y a une compagnie de construction, puis il bâtit des trucs pour nous, il a bâti des entrepôts cette année. Tu sais, je trouve ça le fun de voir Oui. que notre entourage du départ est encore celui d'aujourd'hui. Fait que tu as eu une bonne entourage. Vous êtes 4 enfants, hein? Oui, Donc, 4 enfants. Et je sais, tu sais, je connais ton père, quand il parle de toi, les yeux brillent, puis il y a une fierté paternelle pas possible. Je connais pas ta mère, mais je suis sûre que c'est exactement la même chose. Mais toi, de vivre ça à 10 ans, ça change quand même un parcours, tu sais. C'est-à-dire que là, tu as 22 ans, tu gères une business de plusieurs millions de dollars. C'est toi qui la gères. Tu as toujours voulu être autonome là-dedans. Mais, tu sais, l'adolescence, l'enfance, tout ça, ça a dû changer quand même. ah ben, ça a passé vite. On peut dire Ça a que passé c'était vite, assez oui. équipé. C'est sûr que c'était pas une enfance, une adolescence normale. J'avais des responsabilités Oui, de personnes de 40 ans, si on veut, malgré mon jeune âge. Mais j'étais fier puis j'étais content de le faire. Tu sais, oui, c'était ça mon rêve, puis c'était ça qui m'animait. Tu sais, oui. d'aller jouer au hockey, j'étais super content, mais j'avais encore plus hâte d'aller prendre mon téléphone puis de parler à Tecla, mon acheteur chez Métro, puis d'essayer de vendre encore plus de strays puis d'essayer qu'on fasse grossir l'entreprise. Grossesse d'entreprise. Et je pense aussi que c'est toi qui voulais faire toutes les négociations. Hein. Tu voulais Ouais, pas mettre d'autres. Tu voulais avoir le contact direct aussi. Tu c'était en sais. plein ça. Puis C'est encore comme ça maintenant? oui, oui, puis ça a été le règlement avec mon père quand j'ai commencé. Puis mon père aussi, il était vraiment de ce point de vue-là. Mon père, quand j'ai commencé mon entreprise, il m'a dit, tu sais, Emile, il dit, moi, il dit, je vais t'aider à trouver des contacts si t'en as besoin, je vais t'aider dans tout ça. Mais il dit, jamais je vais faire un téléphone pour toi. Et que, tu sais, je me souviens, mes premières bines d'estreux qu'il fallait que j'achète en carton, mon père m'avait dit, tu sais, Emile, il dit, tu peux appeler là, il y a là qui en vendent, il y a là qui en vendent, il y a là qui en vendent. Mais il dit, la star, arrange-toi. Fait que là, ben, j'avais appelé, puis j'avais réussi à trouver des ententes, puis tout ça. Fait que c'était comme ça qu'on a. Ça a été tout le temps un peu le règlement, puis ça a tout le temps été quelque chose qui m'a appris, tu sais, que. Il y avait des téléphones que je trouvais moins le fun à faire que d'autres, mais il fallait que j'y fasse quand même. Puis, tu sais, c'est pas Et tout tu le temps. t'appropries ta business C'est aussi, ça, right? en plein ça. Fait C'est que ça. t'es là d'un bon comme des mauvais moments, ben, c'était moi qui gérais. Puis ça m'a appris aujourd'hui que, et, tu sais, quand on a un défi, ben, j'en ai déjà eu d'autres des défis, puis on passe par-dessus, puis on apprend tout ça, là. Mm. Puis là, quand on parle d'hypercroissance, c'est que là, il faut que tu trouves des terres. Ouais.
Comment tu arrives à te trouver des terres à cultiver? Puis c'est pas facile la culture au Québec, non? Parle-nous un peu de l'agriculture au Québec, où on est rendu, puis toi, comment tu te positionnes là-dedans? L'agriculture au Québec, ben, c'est sûr que les terres ils ont vraiment augmenté de prix là, dans les dernières années. Là, il y a eu beaucoup d'inflation de ce côté-là. Fait que la disponibilité, ben moi, je pense que j'arrive dans un bon moment. Mais j'arrive dans un moment où que le range d'âge, un peu, si on peut dire, de producteurs est assez haut, est autour de 60 ans. Donc, il y en a beaucoup qui approchent la retraite. Fait que ça va me créer beaucoup d'opportunités, dans le fond, d'achat, de location à long terme, de terre. Et donc, on le vit présentement. Là. J'ai beaucoup de bons deals qui ont été signés dans les dernières années. Fait que ça, ben, ça nous permet une belle production. On a la chance, nous, dans le fond, dans les légumes, dans nos types de production, d'avoir des capacités qui sont quand même assez grandes financièrement. Fait que ça nous permet, dans le fond, d'absorber tout ça. C'est sûr que si j'avais un modèle d'entreprise qui était de produire du grain ou des trucs de même, ben, ça serait pas envisageable, dans le fond, tout ça. Fait que j'ai un bon modèle d'entreprise. Pourquoi c'est pas parce que je connais pas assez ça. Ouais, ben, Pourquoi c'est juste pas assez payant. Donc, ton revenu, ton ton profit à l'heure revenu, te permet pas de le faire. OK, OK. Fait Fait que les que légumes, fait que toi, tu te concentres vraiment dans les légumes que ouais, tu peux c'est ça. vendre 12 mois C'est par ça, année. dans les légumes. Puis, ben, dans le fond, on ouvre nos marchés aussi aux États-Unis. Donc, le taux de change, la disponibilité, tout le côté, le fait qu'il y ait 10 fois plus de personnes aux États-Unis qu'au Canada, ben, ça ouvre ben des marchés, le taux de change. Donc, c'est complètement un modèle d'affaires, dans le fond, qui est différent de la majorité du Du traditionnel. traditionnel agriculteur du Québec, C'est mettons. ça, du traditionnel producteur laitier ou utilisateur de grains, sans vouloir Ouais. les diminuer, là, mais Non, non, mais c'est c'est vraiment c'est différent. mon modèle d'entreprise. C'est ça qui fait que, dans le fond, les fermiers garipiers ont été capables de grandir, de produire plus, puis de vivre, dans le fond, au Québec. Là. De vivre au Québec. Puis est-ce que la production, elle est facile au Québec? Au Québec, ben, on a des enjeux. On l'a vu, on l'a vu vendredi passé Avec des petites tempêtes de neige qui avec des arrivent petites comme ça. tempêtes de neige le 11 novembre. Donc, oui, au Québec, c'est quand même, on a des enjeux qui ont pas ailleurs, mais d'un autre sens, tu sais, en Californie, ils ont des enjeux d'eau. Et en Géorgie, ils ont des enjeux avec tous les hurricanes. Là. Tu sais, il y a vraiment. Je pense que partout, tu sais, on a tous des enjeux différents. En France, ils ont d'autres enjeux, tout ça. C'est vraiment d'un peu les consolider puis d'être créatif là-dedans. Et puis nous autres, on se donnait tout le temps comme délai le 15 novembre pour finir nos récoltes. Puis à notre GLT, à notre meeting mensuel la semaine passée, on a dit, bon, à cette heure, c'est le 5 novembre, puis On va c'est tout. retirer ça 10 jours. Ouais. Ça arrive, Fait que c'est c'est ça. vraiment c'est d'être flexible là-dedans. Au Québec, on a beaucoup d'eau. Tu sais, ça, c'est une chance. On a des belles terres qui sont irrigables, nous, sur la ferme. Fait que c'est vraiment... On a plusieurs avantages démographiques aussi. Tu sais, on est sur la côte est américaine, si on veut. Là. Tu sais, on Oui, est au Canada, mais c'est oui. nord-américain. Fait que ça nous donne on est proche de tous les grands axes, les grands consommateurs. New York, c'est à 7 heures en camion. Fait que, tu sais, ça, Est-ce que tu vends aux États-Unis en ce moment? ouais, ouais, on vend beaucoup aux Oui, États-Unis. Fait que oui. c'est là qu'on a notre plus gros marché. Là. Fait que si, mettons, sur le pourcentage de chiffre d'affaires Canada-US, Ça dépend des types des productions. Comme la ouais. ça reste 100 Québec, courge 90 québécois. Mais dans la carotte, on a plus de la moitié qui s'en va aux États-Unis. Puis dans le chou, c'est plus de 80. OK, dans le chou de 80. OK, fait que c'est vraiment. Fait que là, ça te fait une belle diversification En aussi de plein ça. fruits et légumes, diversification de marché, diversification. OK, excellent. Puis, y a-tu d'autres choses que tu voudrais produire éventuellement? Ben, pas vraiment. Tu sais, oui, on est tout le temps ouvert à d'autres Oui, trucs, mais moi, je pense que c'est important de rester axé sur notre car business. C'est oui. dans quoi qu'on est bon. Nous, c'est la carotte. Fait que, tu sais, on veut vraiment tourner autour de ça. J'avais une expertise, ben, j'ai encore l'expertise dans ce truc puis dans tout ce qui est courge. On reste axé là-dessus. Et moi, je pense que si on se met à trop lancer des lignes Diversifier. partout, ça tombe dur de ramener ça puis de garder notre vision claire puis de garder un vrai couloir, là. Puis là, tu as fait beaucoup d'investissements Ouais. physiques dans la dernière année avec des entrepôts, tout ça. Parle-nous un peu de ça, là. Ouais, ben dans le fond, je pense que ça allait de soi, là, quand tu grandis tes opérations, quand tu grandis tes productions, faut que tu ailles les entrepôts, faut que tu ailles la capacité de le traiter. Fait que au courant de la dernière année, 2025, on a investi beaucoup. On a fait 5 constructions, beaucoup de capacité d'entreposage qui a été créée, justement pour pouvoir répondre à demande qui était en continu de nos légumes qui est grandissante. Fait que là, ça allait de soi. On avait un gros projet qui a été un peu breaké par notre merveilleuse compagnie d'électricité au Québec, qu'il y avait des délais qui étaient assez grands. Fait que ça fait partie de la game. On a finalement réussi à avoir
nos permis. Fait qu'on retombe en construction pour 2026, puis OK. on va faire... Puis quand tu parles, tu sais, faire les choses différemment puis de réinventer, il y a ton frère Xavier qui a étudié en génie Mhm. aussi. Puis lui, il gère tout le volet automatisation, optimisation, tout ça. En Fait que principe. tu as été capable d'automatiser tes lignes de carottes. Toi. En tout cas, parle-nous un petit peu Oui, là, c'est de ça. comment. Dans le fond, un peu toutes nos lignes sont... Tu sais, on est sur le principe d'être lean là, sur la ferme. Là, fait que plus Oui, qu'on est efficace, meilleur c'est. Fait que mon frère, j'ai la chance de l'avoir dans l'équipe qui a une bonne vision de ça puis qui est capable de voir clair quand il y a des goulots à certains endroits. Fait que là, ben, notre objectif au courant des prochaines années, c'est on va investir beaucoup là-dedans, là, sur tout le développement, de rendre ça efficace, nos chaînes, puis de s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture pour nos clients, puis on se crée une certaine assurance, dans le fond, là, avec tout ça, que nos délais vont être respectés puis que nos volumes vont être respectés. Fait que c'est vraiment dans la ligne que c'est le volet à mon frère. Là, ça, c'est le volet à ton frère, mais c'est le fun parce que c'est très complémentaire. Fait que toi, tu vas plus vraiment t'occuper du développement des affaires, la communication avec les clients aux États-Unis, Canadiens, tout ça, en plein ça. la vision de La l'organisation. vision, je pense que c'est une grosse... Ça, c'est ton dada, ça. Ouais, c'est mon dada, mais c'est un gros bloc, là, tu sais, la vision, puis d'essayer de rendre le tout possible, là, dans le fond, là, de réussir à tout attacher chaque département de la ferme Oui, ensemble. J'ai Antoine aujourd'hui là, qui s'occupe production champ, Xavier qui est tout à l'innovation, puis au développement de tout ce qui est automatisation. Fait que c'est de réussir à faire parler tous ce oui, monde-là ensemble, tous ces départements-là, puis de s'assurer que ça marche tout dans la même direction, là, puis que ça soit en ligne avec ma vision. exact. Puis tu dis que Serge a quand même été un bon mentor pour toi. Ouais. Tu vois-tu? Puis tu sais, tu voulais pas, tu sais, parce que ton père aussi a une business d'automatisation, il aurait sûrement pu t'aider, mais je pense avoir quelqu'un de l'externe aussi, ça fait du bien. C'est que dans le fond, les deux sont importants pour toi. Ben oui, les deux. Mon père, il me donne souvent des bons conseils. Tu sais, je me souviens, dans le temps des strays, j'étais déchiré un peu entre vendre mes dernières strays à un client ou les vendre à l'autre. Puis, tu sais, tu veux placer tes pions pour l'année prochaine. Fait que je demande beaucoup de conseils à mon père, puis Oui, il m'aide beaucoup là-dedans. Serge aussi, tout qu'est-ce qui est côté business, a toujours été un bon professeur pour moi de ce côté-là. Il m'a toujours donné des conseils sages, des conseils réfléchis. Serge, c'est quelqu'un que je trouve vraiment... il agit pas pour rien, puis tu sais, il prend le temps vraiment de bien faire les choses. Je trouve ça vraiment inspirant. puis tu as refait 10 ans plus tard un remake cette année, je Ouais, pense, ouais, dans l'œil du dragon, en plein non? ça. Comment tu as vécu ça? Ouais, j'étais super content. C'était encore, l'équipe n'a pas beaucoup changé. Fait que Oui, c'était quand même le fun de revoir ces visages-là. Là. Fait que, avec Serge, ça a été une super belle entrevue. Tu sais, ça a montré vraiment que l'effet dragon, c'est un vrai effet. Là. Tu sais, oui, le après-dragon, et Serge, il est vraiment resté présent pour moi, puis j'y écris n'importe quand, puis il répond tout le temps, puis on s'appelle, on va luncher. Hey Serge, j'ai telle interrogation, comment tu ferais ça? Ah ben là, je peux te mettre en contact avec telle personne, puis ça va beaucoup t'aider. Fait que non, j'ai vraiment trouvé ça le fun. c'est le fun. Puis tu sais, c'est bon, 10 ans plus tard, fait que tu sais, puis tu es encore un entrepreneur Ouais, en ouais. hyper Ouais, puis c'est encore croissance. dans le même business qui a Dans le même grandi. business, Ouais. exactement, exactement. Puis en termes de production, est-ce que tu vois dans les prochaines années de rester plus au Québec ou tu vas avoir d'autres champs en dehors du Québec On est ouvert à beaucoup de choses. à Là, tu beaucoup de sais. choses? Mm. Notre objectif, c'est de rendre nos produits disponibles 12 mois par année au plus de gens possible. Oui, Donc, oui, ça va de soi qu'il va y avoir des projets de développement qui vont être faits. projet de développement. Puis j'aime ton BIAG, là, quand on parle du but hautement audacieux grandiose, c'est prendre plaisir à nourrir les gens de partout dans le monde. En plein ça. Fait que ça, c'est ce qui te drive, ce qui fait tu fais oser faire différemment puis prendre plaisir à nourrir les gens. Fait que t'as encore le feu sacré après toutes ces années-là. C'est en plein ça. C'est encore, faut que la passion puis le rêve soient encore là. Oui, C'est de faire matcher les deux ensemble. Je trouve ça vraiment important. Puis de faire vivre cette passion-là aussi au monde, dans l'entreprise, au monde qui nous oui. entoure. Mm. Autant au travail étranger qu'à tout notre monde d'un bureau. C'est important pour moi qu'ils prennent plaisir à le faire puis qu'ils rêvent au même truc qu'on rêve là, Oui. sur le panel. Là. Puis, puis dans le fond, si tu regardes un peu le futur, puis tout ça, tu sais, en fait, tu sais, on parle tout le temps, tu sais, toi, tu veux produire les légumes de demain. Fait que parle-nous un peu de ta vision. Ben, les légumes de demain, en le fond, c'est une qualité de demain, c'est une méthode de production de demain. Tu sais, on veut s'adapter à ce que le monde veut le manger.
On veut s'adapter aux emballages que le monde veut le voir en épicerie, à fraîcheur. Et donc, c'est vraiment... moi, je veux rester proche de mes valeurs, les valeurs familiales, les valeurs qui sont, tu sais, tout le temps... travailler avec le monde, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, Bâtir des relations de ouais, confiance. L'humain est c'est important ça. dans toutes les connexions que tu fais. En plein ça. Fait que, tu Oui, sais, c'est vraiment le légume de demain, c'est un légume qui va être réfléchi, c'est un légume qui va être pensé, c'est un légume qui va être produit avec le plus grand des soins. C'est un légume qui va être, tu sais, qui me donne le goût de le manger moi aussi, là. oui, exact. Tu veux pas être. Tu sais, oui, tu es dans du volume, mais tu veux faire un volume de qualité, quelque chose de C'est ça. sain. Qui est, quand tu dis réfléchi, c'est un peu ça, là. C'est ça, c'est en plein ça. Oui, Un légume oui. qui est frais, un légume qui est disponible, un légume qui est le plus éco-responsable possible. Tu sais, on entend beaucoup parler de ça, tu sais, de tout Ouais, ce comment qui est l'environnement, l'agriculture, puis ouais. l'agriculture, comment on se fait pointer du doigt, puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'on a une conscience là-dessus, puis on veut vraiment le faire le plus. Puis, tu sais, je pense que ça se ramène aussi sur nos méthodes de production. Plus qu'on est lean, plus qu'on est efficace dans nos transports de légumes, dans nos disponibilités. Tu sais, si on réussit à entreposer de la carotte, puis qu'on garde la même fraîcheur pendant 12 mois, versus la faire venir de Chine, comme on entend parler dernièrement, je pense qu'on est vraiment gagnant en tant que société de le faire, puis en tant qu'entreprise aussi. Fait que c'est vraiment ça, puis de réussir à le faire à un coût qui a du bon sens puis qui permet au monde de l'acheter. Parce qu'on a beau vouloir vendre tout le temps plus cher en tant qu'entrepreneur, il y a les deux bords de la médaille, là. Tu sais, Il y a des tu peux limites. vouloir vendre plus cher, mais tu peux aussi vouloir diminuer tes coûts de production. Puis nous autres, c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille. Oui. Et, tu sais, diminuer tout ça sans diminuer notre qualité. Ça, c'est toujours important pour toi. Ouais, Oui, la qualité, puis local aussi, tu sais, ou au moins Amérique, tu sais, c'est ça. on sauve des coûts par rapport à ça. Puis je sais à un moment donné que tu étais, tu sais, tu parcourais le monde pour Ouais. comprendre les différences de culture, d'agriculture, tout ça. C'est quoi les différences que tu vois dans les différents pays, mettons? Ben, c'est sûr qu'en Europe, c'est tout le temps, tu sais, technologiquement, ils sont super avancés. OK. Mais au niveau, tu sais, d'être lean, puis, tu sais, d'être efficace dans leur production, ça n'allait pas tout le temps. Mais, tu sais, ils ont des super machineries, ils ont des super équipements. Tu sais, tout est vraiment, tu sais, il y a beaucoup D'investissement. d'investissement qui est fait en arrière de ça. Le problème, ben, c'est qu'en Europe, c'est un modèle d'agriculture que, selon moi, tu sais, il manque de relève. C'est un modèle d'agriculture qui est désuet. Tu sais, ils utilisent des nouvelles machineries, mais qu'ils utilisent comme leurs grands-parents, puis ils veulent pas faire différemment. Tu sais, il y a pas. OK. Il y a des. Tu sais, je généralise peut-être, là, Oui, mais oui. j'ai trouvé que c'était vraiment. Tu sais, c'est stagné en Europe, si on veut, là. Tu sais, OK. c'est vraiment. Il y a pas super développement. En Amérique du Sud, ben, ils marchent encore avec des méthodes archaïques, là. J'ai été récolté de la canne à sucre avec des ondes, là. C'était vraiment. C'était Wow. super, super le fun, C'est une mais belle c'était pas expérience, mais super c'était pas efficace, là. efficace. C'était pas lean. C'était pas super efficace. Fait que, tu sais, dans le monde, tu sais, je pense qu'il y a vraiment à prendre des pratiques culturelles de partout. Il y en a qui utilisent, tu sais, moins de produits que d'autres, il y en a qui utilisent des nouveaux produits. Il y a Mhm. vraiment il y a quelque chose à en tirer de partout dans le monde, je pense. Toi, tu es intéressé par ça. Tu vas aller voir comment les productions se passent partout dans le monde. Ouais, puis je Puis veux prendre le meilleur de toutes. de chacun, là, Oui, tu sais, c'est le ça. meilleur de Oui. chaque producteur. Tu sais, je me souviens, tu sais, dans le Canasic au Guatemala, et, tu sais, leur système d'irrigation, c'était sa coche, mais c'était dans une montagne qui avait de la roche. Tu sais, il n'était pas à bonne place, là. Fait que, OK. tu sais, vraiment, tu sais, il y avait beaucoup de trucs à s'inspirer. Tu sais. Même dans ces pays-là, ils font beaucoup de développement, des croisées de semences, tout ça. Puis ça m'a vraiment impressionné à quel point, pour des petites fermes, pour des petites entreprises, ils mettaient beaucoup d'énergie dans le développement de ces trucs-là. Puis, tu sais, d'essayer de se créer tu sais, les bananes, on le sait, il y a un gros enjeu de ça, là. Tu sais, il y a une Ouais. souche de bananes. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui travaille en amont de ça, tu sais, pour être sûr qu'il y ait un futur en agriculture. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. En Californie, tu sais, les systèmes d'irrigation qui sont impressionnants, des pratiques culturelles, tu sais, dans le désert, là, c'est tout à fait différent. En Idaho, c'est des plaines de patates à perte de vue. Fait que, tu sais, Tu as vraiment exploré tout ça. ouais, j'ai vraiment exploré, puis j'ai vraiment trouvé... et je prends goût à apprendre de la façon qu'ils travaillent, puis on prend une idée à gauche, à Une droite, idée à droite, puis tu t'inspires des meilleures pratiques, c'est en dans le plein ça. fond, pour bâtir ton entreprise. Et là, tu as combien d'acres? Et là, dans le fond, cette année, on a cultivé sur 1000 acres de légumes. 1000 acres de légumes. OK, wow. OK. Ouais. Fait que... Puis là, tu vas-tu doubler l'année prochaine, Émile? Oui, c'est le plan. C'est le plan. Fait qu'on a un autre, Let's go! Rien. Sky's the limit. on a Sky's the limit. un autre doublon cette année. Là. Doublon. Fait qu'on aime ça.
C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as vécues, Émile? Les plus grandes difficultés que j'ai vécues, ben, je pense que présentement, ma plus grande difficulté, c'est tout au niveau organisationnel. Donc, tu sais, je me suis rendu compte que de doubler, c'était facile quand je doublais des petites superficies. Mais là, on est rendu qu'on double, tu sais, des chiffres d'affaires de 15-20 millions. Doubler ça apporte d'autres enjeux, là. Oui. Donc, c'est là-dedans qu'on est présentement. Puis, c'est tout le niveau organisationnel, ERP, tout ça, là, c'est là qu'il y a une chance qu'on ait Cléo dans notre entourage. Oui, je suis là pour ça. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une complexité qui vient avec la croissance. Oui, en plein ça. Puis là, on sait que tu es un visionnaire, tu as développé ton réseau de contacts à l'international, aux États-Unis, au Canada. Tu bâtis ces relations-là. Tu es en train de te bâtir une équipe de direction. Mais là, tu veux justement pas perdre le rythme de tout ce que tu as investi dans les 10 dernières années. C'est en plein ça. Puis là, c'est peut-être de reculer d'un pas pour dire, regarde, on va stabiliser nos opérations, nos systèmes, nos process, nos C'est ça. infrastructures. Sortir de l'opérationnel un peu aussi. Oui, Pour exact. me permettre d'être plus en mode thinking, en mode nouveauté, en mode on innove, là. Fait que c'est vraiment ça que Ouais, je pense qu'on. c'est ça qui te fait triper. Oui, c'est vraiment Ouais, ça qui. ouais. On développe des nouveaux marchés, des nouveaux projets, des nouveaux produits, tu sais, des dérivés de nos carottes. C'est vraiment ça qui me passionne. Puis là, question, moi, je connais pas ça, mais tu sais, quand tu parlais tantôt des semences, là, est-ce que tu fais tes propres semences ou tu Non, les non. achètes ou tu. Les carottes, c'est bisannuel, dans le fond. Là, fait que ça prend 2 ans. Ça prend un climat quand même spécial pour réussir à faire des semences de carottes qu'on n'a pas ici. OK. Fait que oui, on les achète, mais on fait beaucoup de tests. Là. Toutes les années, on a des parcelles tests pour essayer des nouveaux croisements de semences. Là. OK. Fait que, ils croisent deux variantes ensemble. Une carotte plus longue avec une carotte plus courte, ça donne une carotte moyenne. Fait que c'est tout ça qu'on aime bien tester. Là. OK. Fait que tu testes ça. OK. Ouais. Écoute, je reviens d'un voyage au Maroc. Ce qui m'a surpris parce que j'étais dans la vallée de l'Ourika, je me suis promenée un peu dans les terres, là, je faisais la route des safrans. Des villages complètement désertés par un manque d'eau. Mhm. Fait qu'ici, on a en masse d'eau. Fait que c'est un de nos Ben, avantages On a en masse d'eau. On peut pas dire ça parce que l'eau, c'est Ok. une ressource qui n'est pas éternels. éternelle, qui n'est pas renouvelable à 100 On a la chance, oui, d'avoir des nappes phréatiques qui sont quand même hautes. On a des terres qui sont assez humides. On a un climat qui est mouilleux. Mais cet été, on l'a vu, là, il y a eu une grosse période sèche. Puis Oui. ça a été difficile pour tous les champs. Fait que, c'est une ressource qui est dans le monde, qui va venir, qui a créé un besoin en fruits et légumes parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui font en ce moment pousser des légumes qui ça ne marchera plus dans 10 ans. On peut parler de la Californie, qui c'est sur respirateur artificiel depuis trop longtemps même. Oui. Donc, ça va créer des opportunités. Il va falloir être aux bonnes places au bon moment, puis d'avoir la bonne structure pour être Parce capable que les autres vont d'absorber. vraiment manquer d'eau, c'est ça comment? Ah oui, la Californie, ben oui. Oui. Fait que la Californie, c'est en chute libre, on peut dire vraiment. Puis le Dieu sait ciment, il qu'on est pas en loin. a de la culture là-bas, là. Oui, c'est ça. Ben oui, ils ont toujours dit que c'était le jardin de l'Amérique, mais le Oui. jardin de l'Amérique est en train de se déplacer. Là. OK. Puis où tu le vois? Où je le vois? C'est Roc de la Chienne. Plusieurs places. Non, non, mais il va y avoir Plusieurs endroits, mais ouais. peut-être plus au nord de l'Amérique du Nord. Dans des parties qui vont avoir accès à l'eau. Dans des accès à l'eau. C'est ça. Ouais, c'est ça, mais on le sent pareil, le réchauffement climatique. Hein? Oui, ben oui. On voit les effets, nous, c'est terrible. Les carottes, avant ça, on se met ça beaucoup plus tard. Maintenant, on est en fin avril, on est prêt à rentrer dans les champs, puis c'est là que c'est le temps, parce que sinon... Puis avant, c'était quoi? Ben moi, quand j'étais jeune, je me souviens que c'était rarement avant le 15 mai. Avant 15 mai, là. Fait 15 mai. Là, t'es rendu facilement 2-3 semaines de différence. Imagine. Ouais. Fait que là, puis la saison de récolte aussi se rallonge, j'imagine? Oui, mais là, cette année, ça Là, c'est pas Mexique. C'est pas un bon exemple. C'est cette année, c'est pas un bon exemple, mais oui, normalement, souvent, il n'y a pas de neige à Noël. Là, Oui. Je me souviens quand j'étais jeune, plus jeune qu'aujourd'hui, c'est dans mes premières années, il y avait tout le temps de la neige à Noël, puis ça fait quand même quelques années qu'on a des Noëls sur la terre, puis on est capable de travailler sur les terres jusqu'à tard au mois de décembre. Oui. Fait que, puis parle-moi donc un peu d'un cycle de culture. Un cycle de culture, chaque producteur a tout un peu Leur méthode. Leur méthode, puis ils ont tout un peu leur secret. Leur secret, là. Moi, je pense que c'est des cycles de 3 ans. OK. Donc, côté météo, on a souvent, en tout cas, moi, je remarque qu'il y a une année qui est super bonne, un bel équilibre. On a une année qui est trop mouilleuse, puis une année qui est trop sec. OK. Fait que souvent, c'est pas mal ça, là. Puis, en tout cas, à date, ça ment pas trop, là. Ça ment pas trop? Non. OK. Puis dans une année, dans le fond, tu vas commencer quand? Tu vas commencer au mois d'avril? Oui, donc, en plein ça, on va commencer,
tous nos achats d'intrants, c'est avant. Là. C'est au courant de l'hiver qu'on achète nos semences, qu'on achète. C'est là qu'on dépense. Là. Oui. C'est là qu'on achète tout ce qui va servir à notre culture. Ensuite de ça, on va mettre ça en pratique. Au mois d'avril, on va commencer à préparer nos machineries, sortir les tracteurs, enlever les équipements de déneigement parce qu'on a aussi une entreprise de déneigement. C'est là qu'on prépare tout ça, on chaîne les tracteurs bien comme il faut, on met ça beau, on met ça propre. Puis vers la fin avril, là, quand la terre est assez réchauffée et est assez sec, on part ça. Puis tout décolle en même temps. Fait qu'on commence à semer. Et ensuite de ça, les arrosages. Et c'est là que ta commencent. gang arrive, là, du Non, les Guatemala? Guatémaltèques, il y en a l'année parce qu'on emballe encore des légumes de OK, l'année. de l'année, vu que Ouais, tu c'est ça. Vu qu'on croise des récoltes. Là. OK. Fait que dans le fond, tout au long de l'année, il y en a. C'est sûr qu'on rendu au printemps, on en fait arriver un peu plus pour les plantations et tout ça. On va planter les choux, on va tout planter. Puis là, ben, au courant de l'été, on entretient ça. On met de l'engrais, on désherbe, on fait tout ça. Puis le temps des récoltes commence normalement fin juillet. Donc, on a le début des carottes, début des choux, début des courges qui est à peu près tout en même temps. Puis là, ben, c'est un sprint qui commence. Un sprint qui est un marathon, là, Oui. un marathon, mais qu'on n'a pas le choix de courir vite. Oui. Et c'est là qu'on récolte, on entrepose. En même temps d'entreposer, de mettre nos légumes, des storés pour l'hiver dans nos gros réfrigérateurs. On en vend, on en emballe. Fait que c'est vraiment, il y a beaucoup de trucs qui se croisent en même temps là, pendant ces temps-là. Aller jusqu'à la fin, dans le fond, là, qui est autour de mi-novembre, là, qui est les labos, la préparation de sol pour l'année d'après. OK. Puis le labo, faut-tu que tu le fasses quand le terrain n'est pas gelé? Idéalement, oui. OK. Tu es capable d'y aller un peu quand il y a un petit peu de gel. Quand tu parlais de désherber puis de le semence, est-ce que tout ça est mécanisé dans tes champs? Ben, pratiquement. Oui. Il y en a une grande partie. On a encore un peu de cerclage qui est fait manuellement. Là, les petites mauvaises herbes qui sont plus fortes que d'autres. Là. Mais non, majoritairement, c'est mécanisé. On a des systèmes GPS pour désherber avec les tracteurs, qu'on est précis au centimètre près. OK. Fait qu'on a beaucoup de technologie de ce côté-là. Là. Beaucoup de technologie. Puis c'est qui pense à tout ça? Mon frère en fait une bonne partie. Moi, on visite. Toi, t'aimes ça, hein? Ouais, on Là, visite. je veux ta casquette de John Deere. Ouais, T'en as combien de tracteurs? On a pas mal, une quinzaine. Une quinzaine ça de vient de tracteurs. Mannheim, justement. En Ouais. Allemagne, j'ai été visiter l'usine où qui assemble la majorité de nos tracteurs. Fait que, Tu as été visiter John Deere en Ouais, Allemagne? j'ai été visiter l'usine Wow. là-bas. Ils sortaient un tracteur en 6 minutes. Ça, c'est impressionnant. Hey, hein? Ouais, fait que c'est surtout là qu'on apprend beaucoup dans des salons. Et on s'inspire beaucoup, justement, tout ce qui est côté machinerie. Là, en Allemagne, il y a beaucoup de technologies assez avancées, des systèmes GPS pour les épandeurs engrais qui font de l'engrais ciblé dans les champs. On fait des analyses de sol à différentes places dans le champ, puis comme ça, on sait qu'à telle place, on va mettre plus d'engrais, telle place moins. Fait que ça nous permet d'être un peu plus... Raisonné. Ouais, un peu plus Raisonné et réfléchi dans notre production pour C'est un offrir peu de la ça. qualité. Excellent. Et quand on parle de savoir s'entourer, Mhm. tu sais, c'est qui les belles personnes que tu as rencontrées dans ton parcours? Ben, dans mon parcours, il y a plusieurs personnes qui ont été vraiment marquantes. Je pense à Tecla Maciarelli, qui a été ma première acheteuse chez Métro, qui m'a appris vraiment comment que ça fonctionne dans les grandes chaînes au Québec. Il y a eu Serge Beauchemin qui a fait vraiment une grosse différence dans mon parcours, dans mon apprentissage. Il y a mon cousin là, qui m'a appris beaucoup de trucs en agriculture. Mon père a fait une grosse différence. Cléo qui m'a donné beaucoup d'idées. Et la belle Dominique. Et la belle Dominique, oui. Dominique, ça, c'est le fun. Fait que, tu sais, puis je pense aussi une belle force que tu as, c'est que tu n'as pas peur de t'entourer de gens meilleurs que toi. Non, c'est en plein ou ça. d'être capable de lever la main et de dire j'ai besoin d'aide. Ça, ce bout-là, je sais pas comment le faire. Non, c'est ça. Tu ne détiens pas la science infuse, mais il faut que tu saches. Tu n'as pas peur de t'entourer. Moi, je l'ai toujours dit, je suis le moins bon dans pratiquement tout ce que je fais, mais je réussis à rallier toutes les meilleures personnes ensemble puis à les faire travailler ensemble. Puis c'est comme ça qu'on réussit à faire de quoi qui est pratiquement impossible. Puis quand j'ai parlé avec Dominique, le rôle de Dominique, dans le fond, elle t'aide pour tout ce qui est vente et marketing un peu. Exact. Organisation aussi. Organisation, tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le métier. Mm-hmm. Et je pense qu'elle a eu un coup de cœur professionnel pour toi. Ben oui, Dominique, c'est quelqu'un qui, depuis mon tout jeune âge, j'admire. C'est quelqu'un qui est dans le milieu du fruit et légumes depuis 30 ans, qui a une vision qui rejoint ma vision. C'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est direct, qu'on n'a pas peur de se dire les vraies choses, puis de se dire ça marche pas, ça marche. On le fait, on fonce, puis
Parce que c'est en travaillant avec du monde de même qu'ils ont réussi à créer des trucs qui sont formidables. Formidable. Bien, l'importance d'être bien entouré. Moi, je pense que c'est ça. Tous les entrepreneurs en hypercroissance qui ont été capables d'aller chercher les bonnes personnes au bon moment. En plein ça. À son bon moment de croissance, comme avec Dominique, l'histoire, c'est un peu, Ben oui, un peu raconte. fou, là, l'histoire. Dans le fond, Dominique, je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans. Donc, j'étais à un souper de la PMQ. Et puis, elle était à la même table que moi, elle était à la table de métro. Puis, on s'est mis à échanger. Bon, ben, Dominique, moi, c'est Émile. Je suis producteur, puis elle connaissait mon histoire, tout ça. Puis, elle, ben, encore à ce moment-là, elle avait son entreprise de marketing, firme de marketing. Fait que. Là, on a discuté un peu, puis là, j'ai pas assez d'argent encore pour investir là-dedans, refaire mes emballages, tout ça, mais j'ai dit un jour, je vais garder ton contact, puis je vais t'appeler. Puis là, t'as 14 ans, tu dis Ouais, ça. j'ai 14 ans, puis à mes 17 ans, donc j'étais rendu là. Donc, j'avais ramassé assez d'argent pour ça. Fait que j'ai appelé Dominique, puis c'est là qu'on a créé l'emballage de citrouilles, l'original citrouille. Donc, c'est un bin de citrouille qui est blanc. Donc, ça sort de l'ordinaire. Encore une fois, je vous ai fait différemment. Tout le monde mettait ça dans des bins bruns. Puis moi, j'ai jamais trouvé ça beau, un bin brun pour mettre des citrouilles. Tu sais, une citrouille, c'est orange. Ça prend de quoi qui a fait flasher devant le magasin. Oui. Tu sais, un bin brun, ça fait triste. Je trouvais pas que ça faisait. Fait qu'on a développé ce bin-là. Puis encore aujourd'hui, ben, c'est lui qui est devant les épiceries au Québec. C'est tout ça qu'on voit. On le voit partout. On le voit partout, ce bin-là. C'est le bin de courge aussi. OK. Fait que, tu sais, devant les Super C. Fait que ça a été le premier projet que j'ai développé avec Dominique. Puis l'année passée, avec Dominique, j'ai été chez moi pour un autre projet d'emballage Panay-Navet. Puis en discutant, mon idée avait germé un peu. Puis j'étais rendu à un niveau que ça me prenait une Dominique à temps plein. Puis Dominique, je savais que c'était une personne, j'avais beaucoup d'estime. Fait que j'ai proposé, j'ai dit Dominique, j'ai dit moi, je vois ça comme un casse-tête. J'ai dit, il y a plusieurs pièces qui sont libres. J'ai dit, prends celle qui te tente. J'ai dit, ça va faire mon affaire, puis je vais être content. Puis en fin de compte, ben, elle a pogné un gros morceau de casse-tête. Oui, hein? Plus gros que je pensais au début. Fait que, Ce que j'aime aussi, c'est le multigénérationnel. C'est-à-dire que tu es jeune. Moi, j'ai plus que le double que ton âge, Dominique. Mais tu n'as pas peur, t'as pas peur non plus. Puis c'est le fun d'avoir ces différentes générations-là. Ton équipe est jeune. C'est ça. Tu sais, des Antoine, puis tout ça, Xavier. Notre moyenne, c'était autour de 22 ans. Là, fait que, autour de 22 ans. Mais vous êtes tous des bons travaillants. Vous voulez vous dépasser. Je pense aussi c'est tout. Vous êtes les quatre à vouloir... Puis on va chercher avec Dominique un bon réconfort. Puis un bon... Moi, souvent, je l'appelle Dominique. Je dis, t'arrêtes ça passe-tu ou ça passe pas? Puis là, elle me dit, c'est long, expérience, Émile. Vas-y comme ça. Puis il fait ça. Puis on va chercher Moi, je vais chercher une grosse assurance avec Dominique. Puis c'est en t'entourant de personnes de même que tu réussis à faire des trucs extraordinaires. Quand même, qu'il y a peut-être des idées les plus folles. Et on finit par trouver un bon chemin pour y aller. Exactement. Puis le Émile de demain, on parle des fruits et légumes de demain, mais le Émile de demain, comment tu le vois? L'Émile de demain, ça va être, selon moi, là, encore avec ma vision, puis, mes rêves, je veux encore pousser mon entreprise à un autre niveau. Je veux voir jusqu'où que ça peut aller. On a des projets ambitieux. Je veux me sortir des opérations un peu parce que je me rends compte que ça me prend beaucoup de mon temps. Puis c'est un temps que j'ai besoin pour réfléchir à tout ça. Puis mettre en place des process, puis tout ça. Fait que c'est vraiment ça que je veux faire au courant des prochaines années. Trouver les bons individus sur le bon X pour qu'ils puissent opérer comme il faut. Puis avoir du plaisir dans les fonctions, puis qui ont ce talent-là, puis ces compétences-là. C'est en plein ça. Puis en me libérant du temps, je vais retrouver un plus grand plaisir à faire tout ça parce que c'est beau de travailler, puis tout ça, puis de faire des grosses journées de 20 heures, mais c'est important aussi d'avoir une vie. Qu'est-ce que tu aimes dans tes temps libres? Que j'aime dans mes temps libres? J'aime bien ça faire du motocross. Oui. Je suis un peu casse-cou avec ce côté-là. Là. Je fais attention aujourd'hui parce que je peux pas me permettre de passer un long bout de temps à l'hôpital. Voyager. Je pense que c'est vraiment voyager, m'évader, puis découvrir le monde. Rêver, oui, sans pression. Rêver, découvrir le monde. Tu me disais qu'à Dubaï, tu comprenais les cultures aussi. C'est ça. Tu t'explores le monde en entier pour ramener. Je vais chercher plein d'idées, puis plein de je reviens différent. Je pense que quand je vais quelque part, peu importe que ça soit, c'est tout le temps une belle expérience, mais peu importe l'expérience que c'est, on ressort de là puis on est changé. Oui, c'est vraiment ça que j'aime.
Puis on a vécu des moments difficiles dans notre santé. Ouais. Tu as eu quand même des moments difficiles dans ta santé. Puis en même temps, c'est le fun parce que c'est rien de grave, mais quand même, ça a dû t'amener certaines prises de conscience Ouais, c'est ça. pareilles. Ben, quand il est passé 23 jours pendant un mois à l'hôpital, tu as le temps de penser à toutes sortes d'affaires. Il y avait des beaux moments, il y avait des moins beaux moments. Puis, tu sais, à un moment donné, tu finis par. Ça m'a apporté beaucoup de réflexion. Ça m'a Oui, fait penser pas mal à tout le futur, tu sais, à ce qui est le fait que je pouvais. Tu sais, j'ai des conditions différentes aujourd'hui, fait que je peux pas nécessairement me fier sur le fait que ça va être moi qui va être sa récolteuse demain matin. J'ai revu un peu mon modèle d'affaires. Ça m'a prouvé aussi que j'avais une équipe solide en arrière de moi. Tu sais, pendant qu'on faisait des constructions, puis tout ça, tu sais, les gars, ils ont mené ça de comme des maître de maîtres. Là. maître. Ah oui, ils ont vraiment. Ça les a responsabilisés aussi. Je me suis rendu compte que quand je suis tout le temps là, les gars, ils se fient tout le temps sur moi. Ils se fient tout le temps sur le fait que, Émile va nous le dire si on a oublié de faire de quoi. Là, je n'étais pas là pour ça. Fait que, Ouais. ils ont vraiment, ils ont pogné une coche. Une coche, puis c'est ce que tu veux aussi, Ouais, si tu vas avoir du temps pour te libérer. Fait que, tu sais, derrière chaque obstacle, il y a toujours un petit peu une victoire. Ouais. Tu sais, il y a une victoire de dire, je peux faire confiance à mon équipe est là, je veux grandir. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires? Tu sais, c'est quoi ta plus grande leçon apprise? Moi, selon moi, sauter. C'est pas compliqué. Essaye de le faire. C'est de le faire. C'est pas compliqué. Oui. C'est, tu sais, comme il dit dans Top Gun, là, tu sais, pense pas, juste agis. Moi, je pense que c'est vraiment, tu sais, en entrepreneuriat, il faut que tu écoutes ta petite voix qui dit en arrière. C'est ça le chemin à prendre. Des fois, moi, on m'a déjà trompé, cette petite voix-là, là, parce que des fois, tu mets un peu d'émotionnel là-dedans, puis c'est pas super bon. Là. Mais il faut que tu gardes ça vraiment. Tu sais, faut que tu t'agisses avec ta tête. Il faut que tu agisses vraiment avec le fond de ta pensée. Je pense vraiment que c'est la chose à faire. En tout cas, moi, ça a été vraiment ce qui a fait le succès. Puis de s'entourer des bonnes personnes, tu sais, on le dit, mais on le fait jamais assez, là, mais c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ton entourage qui fait que ça fonctionne. Oui. Mais moi, je vais dire d'autres choses. Moi, ce que j'observe le plus de toi, Émile, c'est que tu es un entrepreneur qui est capable de connecter sa tête avec son cœur. Et ça, je pense, c'est ce qui fait ton succès d'aujourd'hui. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Ça se peut-tu? Parce que tu as un côté très fort humain, tu as un côté de proximité, tu as un côté, tu es tellement gentil. Mais gentil, tu sais, pas gentil stratégique business, là. Tu sais, c'est comme on va négocier, on va faire ce qu'il fait, mais tu sais, tu es vraiment unique. Vraiment, là, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux Cléo non plus. Je te retourne à comprendre. Oui, mais je t'apprécie vraiment beaucoup. C'est extraordinaire. Et y a-tu quelque chose que tu voudrais dire que peut-être qu'on n'a pas eu la chance de discuter qui serait important? Moi, j'aimerais vraiment ça redire, tu sais, oser faire de vos rêves une réalité. Je veux vraiment mettre de l'emphase là-dessus. C'est la clé du succès. C'est ce qui fait la différence. Et tu sais, on le dit jamais assez, tu sais, Cléo. Oui. T'avais un rêve d'aller au Maroc. Vas-y, puis fais-les, puis sky's the limits. Oui. Moi, je pense que c'est avec de l'ambition. Si tu vises la Lune, là, même si tu te rends pas à la Lune, même si tu es dans les étoiles, il n'y a pas grand monde qui se rendent là quand même. Aux étoiles, anyway. Fait que, en tout cas, moi, c'est un peu ma façon de voir les choses. Des fois, je réussis pas à me rendre où je voudrais. Mon rêve, des fois, est un petit peu trop grand. Mais même si je fais le 3/4 de ce qui était mon objectif, ça m'a déjà mené ailleurs. Fait que je pense que le résultat, il est important, mais le chemin parcouru l'est encore plus, puis tout ça. Là. Oser de faire vos rêves une réalité. Ouais. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Ouais. Émile, merci infiniment de ton partage. J'ai tellement hâte de te ramener dans 10 ans sur cette chaise-là puis de voir tout le grand chemin parcouru que tu auras fait. Mais tu es vraiment exceptionnel puis tu es quelqu'un de cœur. Puis je t'apprécie énormément puis je te félicite. Moi, je te donne la tape dans le dos. Là. Je sais que tu n'en as pas de besoin, mais moi, je trouve ça extraordinaire tout ce que tu fais. Puis longue vie aux fermes Émile Guerrier-Py. Merci, Cléo. Un grand merci à Big Bang qui est partenaire d'Histoire d'hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.